La zone aéro. Eh bien, take-off. Press 7. 8 knots. La France de Tango, bonsoir, de Tango 3, il 0 gauche, attendez. Eh bien, bonsoir, de... Rotate. Bonsoir, de dans la France, en deux ans. Good morning, ladies and gentlemen. You're all very welcome to Route Air Flight already 401 to London Heathrow. La zone aéro. La communauté francophone de l'aviation et des pilotes. Et bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus. Il est mercredi soir, c'est l'heure de la zone aéro. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et que tout va bien pour vous. Et regardez, hop, ils apparaissent, ils sont là. Cynthia et Nico, bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir tout le monde. Ah. Bonsoir à tous. Si, ça marche, ça fonctionne. Il y a le chat qui vous salue, les amis. Il y a 0K, Salut le chat. Philémon, Oncle Steve qui sont là. Donc on salue tout le monde. N'hésitez pas à faire un petit coucou dans le chat à côté. Je ne sais plus si c'est à gauche ou à droite. Et comme ça, on voit. Et derrière, ah, j'ai un retour antenne. Je ne sais pas pourquoi. Oui. Non, mais Ah, ok. c'est de mon portable parce que je suis sur Twitch là. Donc, Ah, ok. je dis bonjour à la communauté. sur le chat. D'accord. Ok. Bonsoir à tous, bonsoir aux habitués et bonsoir Philémon. Voilà, il y a Yanis aussi, Yanis260 qui dit coucou. Il y a Ngrim qui dit bonsoir à tous. Bienvenue dans ce mercredi soir de presque novembre, Non, on a parce changé que- d'heure. Parce qu'il faut dire que je regarde aussi l'émission sur Twitch là sur mon téléphone portable. Comme ça, je me pose des questions moi-même. Tu vois, par le Ah ouais, chat. tu te poses la question, comme ça tu peux y répondre dans la foulée, c'est pas mal. Ouais, voilà. Ouais, Ok. ouais. J'ai C'est un personne qui concept, me pose hein. des questions, alors Ouais. du coup, je me pose des questions. Free Flight aussi qui est là. Bonsoir Free Flight, salut Eric. Bien, alors attendez, il faut que je reprenne mes petites notes là. Première chose à dire, je crois que c'est cette nuit, a été publiée la vidéo, le replay avec notre ami James. On avait fait de l'anglais avec lui. On avait parlé de l'examen FCL. Il l'a republié d'ailleurs sur ses réseaux. C'est cool. Donc, si vous désirez être au courant un petit peu de ce qui s'est passé, vous remontez les vidéos et vous verrez, il y a le replay avec James Emery et Linguaero pour parler du FCL, l'examen d'anglais, et puis des petites astuces. Il nous est sorti son tableau blanc. On avait fait plein de choses. Voilà. T'as révisé, Cynthia? Pour traverser la runway là? Request. Ah oui, request. Ah voilà. J'ai bien révisé, request. Alors, on va saluer aussi les gens qui nous ont rejoints cette semaine. Il y a eu un certain nombre sur Twitch et sur YouTube, donc ça fait plaisir. Continuez de partager la zone aéro, d'en parler autour de vous, de solliciter les gens pour qu'ils viennent nous voir. C'est comme ça qu'on évolue et qu'on continue d'évoluer. Vous voulez nous suivre? Il y a la petite cloche en dessous, c'est le follow. Vous cliquez dessus, vous êtes prévenu des notifs. Pareil sur YouTube, vous vous abonnez à la chaîne. Et puis, dès qu'il y a enfin, je pense que ça marche, mais dès qu'on publie une vidéo, vous avez une notif, normalement, si ça fonctionne bien. Donc, n'hésitez pas. Et enfin, si vous voulez soutenir la zone aéro pour tout le matériel, et on en a encore à récupérer, à investir, voilà, vous prenez un petit sub, c'est pareil, c'est en dessous, puis ça fait clignoter les petites lettres qui sont là. Voilà, ça fait des petites animations. Donc, n'hésitez pas. Avec Prime, c'est gratuit. C'est Jeff Bezos qui vous paye l'abonnement pendant 30 jours. Donc, c'est cadeau, allez-y. Ou sinon, c'est 4 € ou un peu plus. Prix de 2 cafés, quoi. En gros, à Paris. Non, à Paris, c'est un café. Peut-être plus cher que ça. Donc, voilà, vous pouvez nous soutenir. Et Et encore comme ça. sans sucre. Ouais, sans sucre, parce qu'après, faut charger le reste. Eh oui, c'est sûr. Voilà. Je pense que j'ai tout dit, que j'ai fait le tour. Écoutez, je vous propose tout de suite de poser le plan de vol. On va voir ensemble le sommaire de l'émission de ce soir. Plan de vol de l'émission. Le sommaire de la zone ce soir. Et la modération qui arrive en force. Et on n'a pas vu Céleste. Vous l'avez vu?
Elle a parlé ou pas? Je l'ai pas vue. J'ai vu aucune réaction. Mais comment c'est... Céleste n'est pas là. Mais oui, c'est vrai. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, on salue MMG7F qui vient d'arriver. Et puis Julot. On a presque toute la modération qui est là. C'est beau. Bienvenue à vous, les amis. Céleste, oui. Bon, je regarderai si elle est connectée ou pas. Parce que là, c'est bizarre. Bon, je regarderai après. Filez-moi de la remplace, il dit. Oui. Ouais, mais je ne sais pas s'il aura le niveau, Philémon, pour remplacer quand même les pavés qu'elle peut écrire dans le chat. Hein. C'est incroyable. Salut Elle Julot. était très cosmique, Céleste, donc... Mais oui, c'est curieux, comment se fait-il? Bon, on va voir, on va regarder ça. C'est le changement d'heure, elle s'est trompée. Oui, c'est ça doit être ça, elle s'est plantée. Hein. Oh là On là, peut chercher de ses défauts. il faut tout lui dire. Hein. Allez, on va faire apparaître le sommaire. Hop, c'est ici. On va parler donc ce soir de l'actualité du terminal. J'ai 5 petites news à vous partager. Et puis ensuite, on va découvrir un nouveau métier. Parce que vous savez qu'il n'y a pas que les pilotes. Et d'ailleurs, s'il n'y avait que les pilotes, bah, ils ne voleraient pas forcément souvent. Donc il y a plein de métiers qui gravitent un petit peu autour de tout ça. Et c'est le cas ce soir de ce métier un peu méconnu. On va parler navigabilité. Alors il va dire, oh là, ça y est, il utilise encore des mots compliqués. Eh bien, c'est pas moi qui vais l'expliquer, c'est Donia qui l'expliqua tout à l'heure, Donia Guichard qui nous rejoindra. C'est son métier, gestion d'une flotte d'avions. La navigabilité, qu'est-ce que c'est? La supply chain, qu'est-ce que c'est? Donc, vous pourrez poser toutes vos questions et découvrir ce métier méconnu, mais pourtant au cœur des avions, avec Donia tout à l'heure. Et puis, fin d'émission, vous connaissez le concept, la foire aux questions, remise de gaz. On parle des dernières questions. Et surtout, en fin d'émission, on vous présentera le programme du mois de novembre. Puisque ça y est, il est sorti. Il y a quelques petites modifs de dernière minute, mais il est sorti. Donc on l'a verrouillé là. Enfin, moi je l'ai verrouillé cet après-midi. Donc il est tout frais, tout chaud, il sort de la casserole. Voilà, et puis voilà. C'est un petit peu ce qu'on vous propose pour ce soir. Allez, on repousse le sommaire. Tac. Voilà. Ah, je l'ai foiré celui-là, mais c'est pas grave. Et puis tout de suite, direction l'actualité du terminal. L'actualité du terminal, news, nouvelles, informations et réactions avant l'embarquement. Et on est parti pour l'actualité du terminal. Hop. Alors, voyons. Toc. Oh, on a perdu Cynthia. Enfin, Cynthia elle est connectée, mais on la voit plus à l'antenne. Elle va revenir. Je sais pas pourquoi ça paraît plus. Hop. Ah ben là, on la voit plus du tout. Ah si, ça y est. Bon, ça devrait revenir. Ça a sauté un petit peu la semaine dernière Et aussi pour avec Halloween, les replays. je Ah bon joue les fantômes. C'est les déguisements Ouais, mais c'est pour bizarre Halloween. pourquoi ça a sauté, c'est curieux. Attends, je vais regarder quand même. Hop, c'est... Moi, je me vois. Tu te vois? Alors, attends. Moi, je me vois si, sur attends. mon écran. Je je la vois, ouais. sais pourquoi. Toc. Ouais, ça y est, je crois savoir pourquoi. Là, on va te retrouver. Tac, tac. Et là, normalement, attention, magie. La magie du direct. Oui, non? Oui, c'est bon. Ah, incroyable. Oui, c'est juste le temps du serveur qui se réactualise parce que voilà, on a fait évoluer un petit peu la solution et maintenant les visios, enfin nos tronches là, hop, ça passe par des serveurs, ça revient, ça repart. On est worldwide, c'est beau. Allez, on démarre. On va parler donc de l'aéroport de Nantes. Il y en a peut-être qui ont l'habitude de fréquenter cet aéroport. Eh bien, l'aéroport de Nantes-Atlantique a dévoilé un programme hivernal 2025-2026 assez ambitieux, avec pas moins de 50 destinations et plusieurs nouveautés vers le sud de l'Europe. Il y a Volotea qui va ouvrir des lignes vers Cagliari et Naples et qui lance Split. Et Transavia, de son côté, renforce Marrakech, Séville et Porto. Il y a également donc les compagnies EasyJet et Ryanair qui vont assurer la majorité des liaisons moyens courriers. Donc vous voyez, c'est beaucoup de low cost qui sont sur place puisque ça représente quand même 80% du trafic de l'aéroport. Et un record en 2024 avec 7 millions de passagers, ce qui est plutôt pas mal. Hein. Le hub nantais vise 7 millions 2 cette année, donc il monte la barre encore un petit peu plus haut, et ce qui confirmerait une croissance continue.
C'est Vinci Aéroport qui gère la plateforme et qui a investi 26 millions d'euros dans la rénovation de la piste, notamment les postes avions, des équipements pour accompagner cette nouvelle dynamique. Et à plus long terme, il y a un projet de réaménagement global qui est estimé à 500 millions d'euros pour un nouveau terminal, notamment pour des parkings qui vont être agrandis, aussi une liaison ferroviaire directe, parce que ça avait été demandé par les passagers. Et l'objectif, c'est de porter la capacité de Nantes Atlantique, tenez-vous bien, on va passer de 7,2 à 11,4 millions de passagers d'ici 2040. Donc c'est un défi de taille. On va voir comment est-ce que les choses évoluent du côté de Nantes Atlantique, qui est en train de devenir quelque part un acteur majeur des aéroports français. Cynthia, Nico, vous êtes déjà passé par Nantes Atlantique? Non. Jamais? Non, je suis déjà allé j'ai déjà fait des naves en instruction là-bas, mais c'était assez compliqué d'ailleurs, hein, en général, les gros aéroports comme ça. Ah oui. Quand tu arrives avec un petit avion, là, c'est assez compliqué pour sortir de là. Donc... Ils n'ont pas voulu te mettre entre le Transavia et les EasyJet? Non, voilà. Ah ouais. Ben oui. Ils sont pas joueurs. Non, mais on était passé par l'aéroclub, on avait appelé avant, ah oui. On s'était arrangé, quoi. Mais bon, ça c'était il y a un bon moment, hein. Je sais même pas si maintenant on peut, quoi. Il y a tellement de sécurité. Déjà, quand il commence la phrase... Ouais, et puis quand il commence la phrase par « Quelle est la vitesse maximale que vous pourrez tenir ?» Tu sais que t'es pas au bon endroit et que tu devrais pas être là. Ouais, il y a aussi ça, ouais. Ah, moi, je réponds Mach 2, hein. Puis voilà. Hein. Et puis là, il se marre. Ok, on continue, on va parler d'hélicoptères, puisque vous connaissez cette photo, hein, c'est Airbus Hélicoptère qui a sorti le H160, et tenez-vous bien, le Japon confirme son intérêt pour le H160 d'Airbus Hélicoptère, puisque c'est le bureau des services incendie de Hiroshima qui vient de recevoir son premier exemplaire, et ce bureau devient le premier utilisateur au monde du biturbine multirôle H160 dans une configuration de lutte contre les incendies. L'appareil va entrer en service début 2026 à la fois pour des missions de secours, des missions de recherche, des missions d'urgence médicale, mais aussi des missions de gestion des catastrophes. Donc c'est vraiment le multirôle, l'essence même du multirôle. Il va être équipé d'un seau anti-incendie, vous savez, les sortes de grandes bagues là qui sont en dessous, qui permettent de faire du largage sur les feux. Il remplacera l'AS 365 Dauphin, qui était exploité depuis 2006, avec tout un tas d'avantages en plus de puissance, une avionique qui est nettement modernisée. On imagine bien qu'en 20 ans, les choses ont un peu évolué, qui permettra aussi à l'appareil de générer moins de bruit, donc moins de nuisances pour les riverains. Il va être certifié, il est certifié pour le Japon depuis 2021 même, et le H160 compte déjà 3 appareils qui sont en service. Il y en a 2 pour la police nationale japonaise et 1 pour des chaînes de télévision, ce qui confirme la montée en puissance de ce modèle dans les villes nippones. Donc Airbus est en train de s'implanter au Japon, c'est bon aussi de le signaler. En plus, il est chouette. Je le trouve assez joli, cet appareil. Plutôt cool. On continue et on va reparler compagnie aérienne avec Transavia, mais cette fois-ci pas en France, puisque Transavia étend sa présence en Allemagne avec l'ouverture cet hiver de 2 nouvelles lignes qui vont relier Berlin à Marrakech et Agadir. Transavia, vous le savez, hein, filiale low cost du groupe Air France KLM, vise les voyageurs allemands en quête de soleil pendant la basse saison. Ils ont flairé qu'il y avait un petit filon à prendre là-bas. Et les vols vers Marrakech ont déjà débuté, puisqu'ils ont démarré le 26 octobre dernier, 2 fois par semaine, et ceux vers Agadir suivent à partir du 30 octobre, donc demain. Voilà. Ce développement s'inscrit dans une stratégie plus large, avec un renforcement de la position de Transavia sur le marché allemand en misant sur le dynamisme touristique du Maroc, et dont la fréquentation d'ailleurs par les Allemands est en hausse, hein, ça c'est constaté. Et en parallèle, la compagnie consolide son offre française depuis Berlin,
avec des lignes vers Paris-Orly, vers Nantes, on en parlait à l'instant, ce qui favorise des connexions aussi vers le sud de la France et les départements d'outre-mer. Et avec cette connexion et cette expansion, Transavia s'impose peu à peu comme un acteur clé du réseau hivernal Berlin-Brandebourg, aux côtés d'autres compagnies comme EasyJet ou Ryanair. Oui, Philémon qui nous dit « Moi j'aime bien Transavia ». On salue Voicen aka Vince qui vient d'arriver. Coucou à toi. Voilà, donc si vous voulez aller du côté de Berlin, bah, vous verrez des avions blancs et verts, c'est Transavia qui s'implantent là-bas. On poursuit, on va reparler d'un petit incident dont vous avez parlé il y a quelques semaines, 2 fois même on en a parlé. On a parlé quand il y a eu l'incident, on en a parlé quand il y a eu la réaction des contrôleurs, et là ça y est, l'incident de Nice dont on a parlé sur la chaîne, il y a un premier rapport du BEA, le bureau enquête analyse qui est sorti. Donc pour resituer un peu les choses, ça se passe à Nice, il y a 2 avions, il y en a un qui est aligné sur la piste, l'autre qui arrive au-dessus, et puis les 2 avions, il y en a un qui a failli se poser sur l'autre, si on peut dire, hein, pour tout un tas de raisons, et puis finalement il y a une remise de gaz, et l'incident est évité de justesse. C'était le 21 septembre dernier, donc cet appareil, c'était un... Ça aurait pu faire un... Comment c'était le gros accident là sur l'île un mini Tenerife. Tenerife, ouais. Un mini Tenerife. Ça aurait pu faire un truc comme ça. Hein. Et donc l'Airbus qui est en approche, c'est un Airbus A320 de Nouvelle Air qui venait de Tunis et donc qui a failli atterrir sur la mauvaise piste, qui était occupé par un autre A320 d'EasyJet qui lui était prêt au décollage. Et selon le rapport préliminaire du BEA qui a été publié le 22 octobre, les 2 avions sont séparés que de 3 mètres lorsque le pilote tunisien a remis les gaz en urgence. Et malgré 5 rappels de la tour de contrôle confirmant la piste d'atterrissage 04 gauche. En fait, ils n'étaient pas sur la 04 gauche, ils sont alignés sur la 04 droite qui, elle, était réservée au départ. Alors, que dit l'enquête? L'enquête, elle pointe une combinaison de facteurs. Et de toute façon, dès qu'il y a un incident ou un accident, c'est toujours comme ça. Il y a tout un tas de cases qui sont cochés. Dans ces facteurs, il y a la confusion visuelle qui est liée à une faible luminosité. C'est vrai que c'était de nuit, hein, donc on ne voit pas grand-chose. En plus, faible luminosité, la confusion a été amplifiée par le fait que les 2 rampes d'approche n'ont pas la même technologie. Il y en a une qui est avec des lampes à LED et d'autres qui ont encore des vieilles lampes à incandescence. Et donc, il y a un écart lumineux, un écart d'intensité lumineuse qui visiblement est assez important et qui avait été déjà souligné depuis belle lurette. Il y a eu une météo dégradée évidemment et puis cette configuration particulière de l'aéroport qui fait que les avions doivent approcher au-dessus de l'eau entre guillemets pour éviter d'aller faire du bruit au-dessus des habitations. Donc tout ça pour dire que les enquêteurs notent tous ces écarts avec cette fameuse différence d'intensité lumineuse entre les 2 pistes qui est aussi susceptible d'avoir renforcé l'erreur et la perception des pilotes. Aucune défaillance technique, en revanche, n'a été constatée et l'incident pousse désormais, notamment la DGAC, à revoir sur Nice les procédures d'approche et d'éclairage pour éviter qu'un accident ne se reproduise. Si vous êtes intéressé par ce cas-là, vous avez le rapport qui est disponible sur le site du BEA, Bureau d'enquête accident. Vous tapez ça sur Google et vous verrez, il y a plein de cas qui sont quand même assez intéressants à analyser. Voilà, c'est quand même assez incroyable. Hein. Heureusement qu'on dit aux élèves, faites attention, vérifiez toujours sur quelle piste vous êtes aligné. C'est une preuve. Et puis, on néglige souvent l'aspect facteur humain, mais comme quoi, c'est hyper important dans l'aviation. Il y en a qui disent, oh, ça sert à rien. Pas du tout, c'est hyper important au final. D'autant plus que à 5 reprises, il y a eu une confirmation qu'ils étaient sur la bonne piste, alors que pas du tout. Hein. Comme quoi, on coche les cases. On continue et on va terminer en fait cette petite rubrique actu avec non pas un 29 mais un 28. Hein. On remonte d'un jour en arrière, mais je trouvais que cette actu était bien d'actualité. C'est redondant, mais c'est comme ça. On va remonter en 1952, puisque c'est une date historique pour l'aviation française, Cocorico, puisque ce jour-là, le prototype 03 du fameux avion Mystère 4, Mystère 2, pardon, c'est pas le Mystère 4, c'est le Mystère 2, l'ancêtre, conçu par l'entreprise Marcel Dassault, devient le premier avion tricolore à franchir le mur du son. Première fois. Aux commandes, un Américain, le Major Marion Davis,
qui est pilote de l'US Air Force et qui effectue ce vol supersonique au-dessus de Melun-Villaroche. Donc les riverains ont dû être contents avec le banc supersonique. Et évidemment, donc, caractéristique de la vitesse à Mach 1. Cet exploit technique qui a été rayonné par l'ensemble de la presse propulse la France dans le club restreint, à l'époque, des nations qui maîtrisent le vol supersonique. À l'époque, il n'y a aucun pilote français qui n'avait encore accompli un tel exploit. Et pourquoi un pilote américain ? Tout simplement parce qu'il fallait une qualification particulière pour franchir le mur du son. Et comme il n'y en avait pas en France, on a fait appel à un Américain qui était qualifié et qui est venu le faire pour nous. Et à l'époque, c'était pas le cas. Il faut attendre le 12 décembre 1952 pour que le commandant Roger Carpentier du centre d'essai en vol réalise un nouveau vol supersonique. Et moins d'un an plus tard, Nico nous en avait parlé, c'est Jacqueline Auriol, la première française, qui passera le mur du son le 15 août 1953. Et il y avait une course d'ailleurs, la course au supersonique. Oui, il est d'accord, Nico. Oui, en fait, oui, Jacqueline Auriol, elle se battait comme contre Jackie Cochrane. C'était vraiment le duel là, de la femme la plus rapide du monde. Ouais. Après, c'était pas Jojo non plus, hein, la petite guéguerre. Hein. Non. Après, bon, il y a eu Jackie Cochrane qui avait changé un peu les règles. Comme ça, c'était comme ça. Après, on pouvait plus battre son record. Enfin bref, c'est une histoire. Oui, elle aurait pu faire de la politique, elle alors. Ouais, voilà, exactement. Ok, très bien. Quelque part, c'est des petites guéguerres comme ça qu'il faut avancer les technologies dans l'aviation. Oui. Après, il ne faut pas non plus écraser l'autre. C'est ça le truc. C'est ça l'idée. Mais bon, en tout cas, ça a alimenté effectivement l'aviation française. Et puis après, ça a donné les autres mystères qui sont devenus, je crois, fut un temps, même les avions de la patrouille de France, si je ne m'abuse, pendant quelques années. Donc voilà. Expérience dans les 90 derniers jours de 173 heures de vol. Ah oui, donc ça c'est pour les pilotes, je suppose, de l'holoradar, c'est ce que tu veux dire ? Qu'ils n'avaient pas beaucoup d'expérience ? Ou qu'ils en avaient trop ? Qu'est-ce que tu veux nous dire par là ? Non, c'est 3 mois, 273 heures en 3 mois. Est-ce que tu peux nous préciser un petit peu ? Le nombre d'heures... Ah oui, le nombre d'heures du capitaine de Nouvelle Air, il n'était pas trop important. Ah oui, d'accord. Il a volé 273 heures en 3 mois. Oui, si, on est limite, quoi. Après, il faudrait voir quelle est la réglementation là-bas, parce que c'est la Tunisie, et c'est vrai que c'est quand même chargé. Voilà, écoutez, on a fait le tour. Si vous avez des réactions, faites-les dans le chat, comme tout le monde. Et puis, je vous propose tout de suite d'embrayer sur le sujet du soir, de découvrir ces mots barbares dont on a parlé tout à l'heure. Navigabilité, elle va dire non, c'est pas des mots barbares, je vais vous expliquer. Et on l'accueille avec plaisir. C'est la séquence Tarmac et Taxiway. Ce soir, on va parler de plein de choses très intéressantes et d'un métier. Donc restez avec nous. On retrouve tout de suite notre invité, c'est Donia qui arrive tout de suite. Et voilà, elle est avec nous, c'est beau la technologie. Bonsoir Donia. Bonsoir. Et voilà, ça marche, on t'entend bien. Je pense que le chat t'entendra aussi, ils vont nous le dire. Donia, merci beaucoup de ta participation, de venir nous faire un petit coucou dans la zone aéro, surtout de venir nous faire découvrir ton métier. Merci à vous de m'accueillir. Avec grand plaisir. Avant de démarrer, bonsoir Donia, on t'entend. Salut Donia, voilà, donc les gens te saluent. Oui, on m'entend, super. Le son est bon, ok, tout le monde est d'accord là-dessus. Et avant de commencer, on ne va pas changer une formule gagnante. Je te propose de faire une petite minute de présentation. Donc on va afficher le petit chrono ici en 1 minute. Nous parler brièvement de qui tu es, de ce que tu fais, pour que derrière on puisse rentrer dans le détail. Ok ? Parfait. C'est parti. Donc je m'appelle Guichard Donia, j'ai 22 ans et j'habite sur Toulouse, donc la capitale un peu de l'aéronautique, d'où ma passion.
Et j'ai toujours été passionnée par l'aéro, notamment par comment un avion vole. Si nous, avec notre voiture, on a un contrôle technique, est-ce qu'un avion, ça en a ou ça en a pas? Et donc j'ai fait tout mon parcours scolaire axé sur l'aéro, c'est-à-dire j'ai fait un baccalauréat professionnel aéro. J'ai ensuite fait un BTS aéronautique à Blagnac et j'ai fini sur une licence professionnelle aéronautique aussi. J'ai fait ces 3 dernières années d'études en alternance, du coup, sur le métier du maintien de navigabilité dans l'aviation générale. Et ça fait presque 5 ans que je suis dans ce domaine et qui demande à la fois de la rigueur et une bonne connaissance technique et surtout un sens de la responsabilité. Surtout. Ah ben, pile poil, hein. Waouh. Ah, on sent l'expérience quand Et un sens même. de la rigueur aussi. Ouais, voilà. C'est ça, de la rigueur, beaucoup. Ah, d'une minute, c'est une minute. Ah oui, 0K qui fait cette remarque. Dans les deux dernières émissions, il y a plus de femmes que d'hommes dans l'émission L'Aviation Progresse et ça fait plaisir. Ben, c'est vrai. Exactement, on évolue. Eh oui. Bien, les amis, vous avez vu la présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-les dans le chat et nous, on commence de les mettre de côté. Nico, Cynthia, je vous laisse la parole pour démarrer nos échanges. Ouais, non, mais j'ai noté un truc là, 22 ans. Et ça fait 5 ans que tu es dans le domaine, donc tu as commencé à 17 ans. Exactement, ouais. Ah ouais, quand même. C'est jeune ça, quand même. C'est jeune, c'est un métier à grande responsabilité, j'imagine, non? Oui, beaucoup de responsabilités, de rigueur, et c'est comme ça qu'après on arrive à ce but-là. Mais 17 ans, c'est jeune, mais ça permet de se former beaucoup plus, de prendre conscience des choses au final. Tu te souviens à quel âge tu as eu cette passion de l'aviation? Jeune. Très jeune, là je ne sais pas, mais j'ai toujours habité dans la région toulousaine et on voit Airbus partout, on voit des avions partout, donc on se dit qu'est-ce que c'est, comment c'est, pourquoi. Et voilà. Alors, qu'est-ce que tu faisais pour vivre ta passion avant 17 ans du coup? J'étais en baccalauréat aéronautique. Donc j'étais vraiment ta passion, comment tu vois, quand tu avais 6, 7, 8 ans, 10 ans, comment tu vivais ta passion de l'aviation? En regardant le ciel, tout simplement, en voyageant beaucoup. J'ai eu la chance de voyager beaucoup avec mes parents et du coup de prendre l'avion parce qu'on est originaire de l'île de la Réunion et donc du coup Toulouse, île de la Réunion, c'est pas non plus à côté et donc on prenait beaucoup l'avion pour y aller. Et je me suis toujours passionnée par cet avion. Comment on fait pour mettre si peu de temps à aller à l'autre bout du monde voilà, c'est toutes ces petites choses-là qui m'ont fait me dire en fait ça va être ton métier plus tard. Ah bah c'est sympa. Exactement. Et du coup, tu t'es jamais dit je vais essayer d'aller dans un aéroclub, voir peut-être pour passer mon brevet de pilote? Non, c'est un message. Tu t'es dirigé directement vers cette filière-là sans forcément penser on va dire, au cas général du pilote professionnel. Non, j'ai fait les deux. Moi, je me suis orientée sur un aéroclub, mais j'ai préféré rester au sol. J'ai préféré voir le côté sol que le côté vol. Et voilà. En fait, tu es Mais plus j'ai vu les intéressé deux, ou pas? j'ai pris les consciences des deux, et après j'ai fait mon choix et je me suis dit en fait ma place c'est pas en haut, c'est en bas. Comme tu disais, tu es plus passionné par le côté technique et savoir pourquoi un truc comme ça vole. Absolument. Comprendre un peu plutôt que de savoir l'utiliser, je veux dire, comme un pilote, quoi. Voilà, c'est ça. Comment un avion il peut voler, quoi. C'est ça qui me passionnait. Je me suis dit comment si vraiment je prends l'exemple de la voiture, si avec notre voiture on a un contrôle technique à passer tout le temps, comment un avion il fait? Je me suis toujours posé cette question. Est-ce que lui aussi il a un contrôle technique? Enfin, je me suis posé toutes ces petites questions et donc du coup je me suis orientée là-dedans et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui je fais 5 ans ce métier depuis. Ok.
Ok. Il y a une petite question de Vince qui ouvre le bal, on va l'incruster. Et il demande, ça consiste en quoi, bac et BTS aéro par rapport au cursus standard? C'est quoi les différences? Alors le baccalauréat, c'est tout simplement, alors c'est fait un baccalauréat professionnel, mais ça suit absolument le cursus baccalauréat général, donc la seconde, la première et la terminale. La petite différence, c'est que en première, du coup, on n'a pas le bac de français, si je ne dis pas de bêtises, mais on a un CAP, donc on a le certificat d'aptitude professionnelle à passer. Et en terminale, du coup, on a les épreuves du bac classique. Et ensuite, le BTS, c'est donc post 2, donc c'est 2 ans après le bac. Et donc, du coup, ça permet d'avoir un bagage supplémentaire après le bac. Ok. Et est-ce que dans ton cursus, tu avais déjà cette idée de ce métier-là, ou alors le cursus te proposait aussi d'autres filières que celle-là, en aéro? Alors en bac professionnel, donc moi j'étais à Blagnac et en fait on avait 3 filières différentes. La première c'était avionique, donc tout ce qui concerne le câblage de l'avion. On avait l'option système, donc la partie motorisation et la partie structure. Donc on avait 3 filiales et en fait on avait plusieurs stages, je peux dire, pendant le cursus qui nous permettaient de trouver notre voie entre l'avionique, la système ou la structure pour ensuite passer nos épreuves de terminale sur une spécialisation. Et du coup, la navigabilité là-dedans, elle était dans quelle filière? Alors, elle est venue après. Elle est venue. Alors, moi, j'ai choisi l'avionique, donc tout ce qui est câblage, mais elle est venue après. Elle est venue en période de terminale. Donc, on avait beaucoup d'intervenants qui venaient nous expliquer un peu leur métier, et c'est comme ça que j'ai connu ce métier-là. Ok. Et alors. Qui a répondu totalement à ma question comment un avion vole. Ouais. Donc, alors, je me suis dit que j'aille là-dedans. Peut-être avant de rentrer dans ce détail-là, de nous expliquer un petit peu ce que c'est que le quotidien de ton métier. Comment est-ce que tu as été formé? Parce que quelque part, c'est pas ce cursus-là qui t'a formé à ton métier actuel. Comment est-ce que ça s'est passé? Alors si, que ce soit en BTS ou en licence, on a beaucoup de réglementations. Et le métier de maintien de navigabilité, c'est principalement de la réglementation. Donc, j'ai beaucoup été orientée en cursus scolaire, que ce soit en BTS ou en licence, parce que du coup, on étudiait énormément la réglementation. Et ensuite, j'arrivais, du coup, vu que j'étais en alternance pendant ces 3 dernières années d'études, j'arrivais à allier la réglementation que j'apprenais en période scolaire et la pratique que je mettais en œuvre en alternance. D'accord. Ok. Et est-ce que la pratique est loin de la théorie ou est-ce que c'est assez proche? C'est très proche. C'est très proche parce que, en fait, on doit appliquer à la lettre ce qui est écrit réglementairement. Donc, on peut pas forcément, on peut faire des écarts, mais c'est très défini. Notre métier est très défini. D'accord, c'est bien précisé en fait, comme tu dis, les actions que tu dois faire ou ne pas faire et comment tu dois le faire. Ouais. Ok. Alors concrètement, explique-nous un peu ce que tu fais dans la journée quand tu arrives au travail. Concrètement, ça consiste en quoi? Voilà. Une journée type dans la maintien de navigabilité, tout d'abord, c'est avoir cette optique en arrivant au travail de se dire que l'avion, il doit être conforme. Quelle que soit l'heure et quelle que soit la date, il doit être conforme. Donc il faut vraiment avoir cette optique-là, de se dire l'avion, si un pilote il veut le prendre à telle heure, il pourra. D'accord. Après, concernant les tâches du maintien de navigabilité, on a un logiciel de suivi qui, on va dire pas fait tout à notre place, mais qui nous aide beaucoup. Et donc, on a beaucoup tendance à se fier à ce logiciel-là qui nous permet de voir si vraiment l'avion est apte ou pas au vol. Donc, tu regardes chaque pièce, c'est ça? Chaque pièce de l'avion, Alors, on a une liste de pièces qui est dans le logiciel, qui a ces pièces à des intervalles de maintenance.
Et sur ce logiciel, on voit l'intervalle de maintenance, s'il est proche en fonction des heures de l'avion ou s'il est assez lointain et si on a un peu plus de temps pour anticiper la maintenance. D'accord, donc en fait, il y a tout l'historique de chaque pièce d'un avion, en fait. Oui, c'est obligatoire, que ce soit dans un logiciel ou papier. Et sur quel type d'avion tu travailles, alors? Ou tu as travaillé Alors, j'ai beaucoup travaillé sur des avions privés. Concernant mon alternance, j'ai fait toute mon alternance chez Daher, à Tarbes, qui est constructeur d'avions. Et donc, du coup, je travaillais sur des TBM et des Kodiak. Ah, le futur avion de la zone. Ouais, non, mais j'imagine toutes les pièces à vérifier pour que ce soit conforme sur un avion comme ça, c'est incroyable. Quoi. C'est, quand alors tu vois moi les je dis avions, ça, je considère ça comme un petit avion, mais c'est vrai quand on parle d'avion de ligne, j'imagine pas le nombre de pièces qu'il y a à regarder, le nombre de lignes à regarder sur l'ordinateur. Après, il n'y a peut-être pas qu'une personne non plus pour gérer tout ça. Après, t'es pas toute seule non plus, ouais. Oui, nous on est souvent plusieurs à le regarder, oui, ça c'est sûr. Il faut d'ailleurs. Oui. Le double contrôle, c'est Et imaginons, tu as un nouvel avion qui arrive, donc tu vas devoir vérifier chacune de ces pièces. Il te faut compter combien de temps et à combien de personnes vous y travaillerez pour avoir une estimation pour une analyse complète, combien de temps ça prend? Alors pour une analyse complète d'un avion, je l'ai fait moi toute seule et j'ai mis 2 semaines. Ah oui, quand même. Ah, ça va vite quand même. Ça va vite. Bon, c'était sur des petits, c'était sur un TBM, mais quand même. Mais 2 semaines. C'est long quand même. C'est assez long. Du beau pareil. Ça dépend si l'avion est neuf ou s'il est assez ancien, mais que ce soit neuf ou qu'il soit ancien, au final, ils ont les mêmes pièces. C'est juste en fonction de la maintenance qui a été faite derrière, il y a un peu plus de rigueur à avoir. De travail. Ouais. Donc c'est assez complet, mais ça permet vraiment de voir l'avion de A à Z. Et donc ça t'est déjà arrivé de voir, bah tiens, il y a une pièce qui n'est pas conforme, comment ça se fait? Donc il y a une enquête, je suppose, sur les doigts, là, après. Non, oui, c'est m'est déjà arrivé. Oui, non, oui. Ça arrive c'est souvent, pas toi qui l'as mise, la pièce, mais... Oui, voilà, non, mais ça arrive souvent, c'est comme on dit, c'est de l'humain et ça arrive souvent, oui. Et donc tu vas chercher qui est le responsable pour lui dire que c'est pas bien. Non. Non. Je fais en sorte de le régler au plus vite et dans les meilleurs délais et dans les meilleurs coûts. Ouais. Ah oui, parce qu'il y a aussi l'histoire du coût. Reste au sol, ça, il y a une ça histoire coûte cher, de coût. Ok. Un avion, ça coûte assez cher, ouais. Alors, est-ce que on parle justement de pièces conformes ou pas conformes, est-ce que peux-tu nous expliquer un petit peu, on va dire, les grands principes? Parce qu'une pièce, j'imagine que c'est pas du tout comme tu parlais des voitures tout à l'heure, où si on prend un boulon, on le met, puis terminé. Il y a une traçabilité sur les avions. Oui, ouais, absolument. Il y a une traçabilité, et c'est surtout le cœur du métier du maintien de navigabilité, c'est la documentation. Donc le maintien de navigabilité, c'est tout ce qui permet à un avion du coup d'être conforme et apte au vol. Donc concrètement, on s'assure vraiment que toutes les opérations d'entretien, les inspections, les réparations, les mises à jour réglementaires soient réalisées, mais surtout documentées. C'est un travail qui est de suivi technique, réglementé et organisationnel surtout. Il faut vraiment savoir à organiser les tâches de maintenance, ce qui est au cœur de la sécurité aérienne. Et ensuite, du coup, le rôle vraiment du maintien de navigabilité, c'est justement d'être le maillon indispensable entre la technique, donc les mécaniciens qui vont être sur l'avion, et la partie réglementation, donc tout ce qui est autorité. Et donc, du coup, c'est un métier qui s'inscrit beaucoup dans le cadre réglementaire européen. Et on est défini par des parts, du coup, par exemple la part M, qui, elle, va nous définir toutes les règles qu'on doit appliquer dans la gestion du maintien de navigabilité. Et ensuite, du coup, sur la part CAMO, donc CAMO, c'est... alors, il y a CAMO et CAO. Donc CAMO, on dit que c'est pour des avions complexes.
qui sont du coup à plus de 5 tonnes 7 et partent CAO, donc du coup des avions non complexes qui sont inférieurs à cette tonne-là. Et qui, eux, ces parts vont nous faire part des exigences spécifiques aux organismes agréés. Donc ça, c'est vraiment notre base, notre soutien. On va vraiment se référer à ces règles et ces exigences-là pour définir les opérations de maintenance. On est obligé de se référer à cette réglementation-là. Et comme je disais tout à l'heure, du coup, tout est défini. En fait, on ne peut pas faire à notre façon. Tout est prédéfini par ces règlements-là. Ok, d'accord, très bien. Il y a quelques questions qui arrivent, je suis en train de les mettre de côté. Hein. Il y a Philémon qui pose cette question. Hop, zut, je l'ai enlevée. Hop, je la remets. Voilà. Est-ce que la rigueur de la traçabilité permet d'exclure tout emploi de pièces qui peut ne pas être certifié? Non. Non, tout simplement parce que chaque pièce a un document libératoire qui va nous permettre d'identifier cette pièce, que ce soit nous, constructeurs, ou les clients, ou les autorités quand on a des audits, de la surveillance. Donc chaque pièce a son document libératoire et sans cette pièce, sans ce document, on ne peut pas mettre cette pièce sur l'avion. Ouais, donc oui, ok. Et donc ça veut dire qu'à chaque, on va dire, même petite opération de maintenance, il faut faire un tas de papier comme ça? Oui. Ah ouais. Oui, absolument. On a, c'est des gros dossiers qui sont lourds, qui sont imposants et qui font souvent mal aux mécaniciens. Ouais. Avec un tas de dossiers comme ça, ils se disent des jours et des jours. Et ça, ils prennent peur, mais c'est ça. C'est des grosses maintenances et qui demandent beaucoup de documentation. Ok. Et toute cette documentation, elle est numérique ou elle est principalement papier? Parce que j'imagine que vous devez recevoir des autorisations par courrier, des trucs à l'ancienne pour pas que ce soit Absolument. falsifié. On est obligé d'avoir les deux. Donc on est obligé d'avoir une partie informatique. Du coup, ça nous aide aussi pour le logiciel de suivi du maintien de navigabilité qui est automatisé, mais on a une obligation d'avoir tout. Et il me semble que c'est 3 ans. On doit garder toutes les maintenances pendant 3 ans. Donc si une maintenance a été faite aujourd'hui, à T+3 ans, on est obligé de les garder. Papier. Ok. Ah oui, donc ça fait du boulot quand même. Hein. Hop. Ça fait pas mal de paperasse. Il y a Ben Moll, il dit il y a aussi lourd de papier que d'avion. Oui, c'est un petit peu ça. C'est un peu ça, oui. Ah, sur quel avion t'as préféré travailler, qui t'a plu le plus ou pour l'instant? Alors le TBM, je l'ai trouvé très sympa, très facile. Je m'en demande pour le facile, mais je l'ai trouvé très simple d'utilisation, si on peut dire ça comme ça. J'ai beaucoup aimé cet avion. Alors, on a compris à peu près, mais ça saccade un petit peu. Je ne sais pas pourquoi. Je pense qu'il y a une petite chute de débit. Un peu, là. Ouais, souci de son. Oui, donc on a compris. Donc le TBM, tu avais bien aimé le TBM. Hein. Ah. Ouais, c'est ça. Parce qu'il est simple, c'est ça? Ouais, il est assez simple. Il est simple, mais au final, ça reste quand même un avion privé, un avion de jet. Enfin, c'est un jet et qui est assez classe, qui a assez de prestance. Et c'est surtout que quand on le regarde comme ça, on se dit c'est un petit avion, ça va être assez simple. Et au final, tout ce qu'il y a derrière, c'est très impressionnant. Et tu as fait les deux, TBM 700 et le 850? Ouais, et j'ai fait toute la flotte du coup, parce que vu que Daher est constructeur, j'ai fait toute la flotte, ouais, donc que ce soit 700, que ce soit 850, 900, j'ai fait les nouveaux du coup, les 960 aussi, qui sont sortis. D'accord. Et entre deux, là, par exemple 700, 850 ou 850, 900, il y a beaucoup de différences
Oui, assez. veut dire à ton niveau, Il y a, hein, il y pas a beaucoup forcément au niveau. d'évolutions. Oui. D'accord. Non, il y a beaucoup d'évolutions surtout niveau avionique. Donc, beaucoup de nouvelles technologies. Donc, l'aviation, c'est en constante évolution. Donc, c'est normal qu'un avion, ils prennent de l'automatisation et de nouvelles des nouveaux équipements avioniques. Mais ils sont très, très bien, ces avions. Donc en fait, toi, tu es tranquille parce que autant les pilotes, peut-être qu'on pourra les remplacer plus tard, autant toi, de toute façon, il faudra quand même certifier l'appareil, il n'y a pas de pilote. Oui, c'est ça, exactement. En fait, du coup, le but principal du maintien de navigabilité, c'est de faire en sorte du coup, que l'avion soit toujours apte au vol, mais on a aussi un petit peu une condition à remplir, c'est le CEN. Donc le CEN, c'est le certificat d'examen de navigabilité. Et ce CEN, alors il est établi soit par l'organisme agréé, donc celui qui va... donc le responsable navigabilité, ou les autorités compétentes. Et c'est un document qui est officiel, qui atteste que l'avion il répond aux exigences de navigabilité. Donc nous, on doit faire en sorte que les autorités ou le responsable navigabilité ils puissent nous établir ce CEN. Ok. Donc si je prends un peu l'exemple du contrôle technique, le CEN, c'est l'équivalent du coup du contrôle technique sur une voiture. Ok, donc en fait, on prend l'avion, on le désosse, on regarde si tout va bien, on le remonte et c'est parti. Exactement. Et après, du coup, on a cette première délivrance du coup de CEN qui est émise par du coup les autorités ou le responsable de navigabilité. Et on a un renouvellement à faire tous les 12 mois. Donc ça veut dire tous les 12 mois, il faut redémonter ? Alors, logiquement, oui, parce qu'on a forcément une maintenance, enfin, en tout cas sur nos avions, on a au moins une maintenance par an. Et donc, on le démonte, on regarde si tout est conforme, si c'est pas conforme, du coup, à changer ou à vérifier. On est aussi audité, on a aussi des vérifications à faire sur des consignes de navigabilité qui sont émises par les autorités. On est aussi vérifié sur du coup la partie paperasse, donc tout ce qui est dossier papier, et sans ça on n'a pas ce CEN, et sans ce CEN l'avion n'y vole pas. Ok. Et tu travailles avec les différentes autorités. Est-ce que le CEN il est pareil partout ou est-ce qu'il y a des pays qui ont des CEN un peu différents? Est-ce que les avions que tu as, ils sont tous, si je puis dire, audités en France ou ils sont ailleurs, audités par d'autres États? C'est très différent par les autres. Souvent, les autorités françaises sont un peu vues comme les bêtes noires. On est un petit peu les plus stricts. Par exemple, un avion qui est immatriculé en Amérique, il n'a pas de CEN. Voilà. Et c'est un peu plus, c'est des maintenances qui sont un peu plus light. Et par contre, on a un CN, donc c'est un certificat de navigabilité qui lui est émis à la première mise en service de l'avion et qui va suivre toute la vie de l'avion. Okay. Et qui n'a pas forcément besoin de renouvellement. Ok, donc CN définitif, CEN temporaire. À prolonger tous les ans. Ok. Bon, déjà on y voit plus et clair. Certains pays n'en ont pas. En fait, c'est assez étonnant. C'est vrai que... La réglementation américaine est beaucoup plus souple que la réglementation française et du coup on voit beaucoup de propriétaires d'avions qui matriculent leur avion en Amérique pour être un peu plus souple sur la maintenance. Bon, ça veut pas dire qu'ils le sont pas du tout, mais ça veut dire qu'ils le sont beaucoup moins en tout cas. Ouais.
Et est-ce que Oui. c'est plus compliqué pour toi de travailler avec des pays étrangers ou de travailler avec les autorités françaises? Est-ce que finalement, comme on est plus strict, c'est plus dur pour toi de faire ton travail directement avec nos autorités et peut-être plus simple avec les États étrangers? Ou c'est plus compliqué tout court parce que c'est un État étranger? Alors pas du tout. Alors moi j'apprécie beaucoup la réglementation française parce que justement elle est très stricte et du coup on s'autorise à moins de liberté. On se dit vraiment qu'on doit rester sur notre ligne et se dire qu'il n'y a aucun écart à avoir. Alors que côté du coup réglementation américaine, on se dit bon, si ce filtre on l'a pas changé dans 2 semaines, bon ben c'est pas grave, on le changera plus tard. Voilà, c'est pas forcément. Alors que du coup, on a cette idée de se dire mince, est-ce qu'on a bien fait notre travail ou pas? Ok, d'accord. Alors, il y a Vince qui pose cette question, peut-être que tu peux nous éclairer. Il nous parle de GMAO. Ça te parle? La GMAO. Alors, de quoi tu parles, Vince? Non, c'est pas un terme technique de navigabilité? Alors GMAO, non, ça me dit rien. Bon, oui, il va nous préciser, Vince, en attendant. Ah, gestion de la maintenance assistée par ordinateur. Alors, j'applique pas du tout Alors, peut-être que c'est une méthode, mais en tout cas, moi, je l'applique pas du tout. Ok, bon, ça c'est dit. Est-ce que tu as déjà vu, c'est Lolo qui pose cette question, des pièces contrefaites? Non, jamais, mais j'espère ne jamais en voir. Ça me ferait très peur et du coup je monterai certainement plus jamais dans un avion. Mais non, j'en ai jamais vu. Il y a des moyens de les détecter parce que bon, il y a des certaines pièces qui sont fabriquées, on va dire, dans des pays, voilà, et que c'est des copies conformes, quoi, des faux, et il y a moyen de les détecter. Je pense qu'il y a moyen, mais comme j'ai dit tout à l'heure, chaque pièce a un certificat. Donc la pièce, oui, elle est facilement dérogeable, mais un certificat, je pense pas. Ça serait plus compliqué de refaire le papier que la pièce. Voilà. C'est un peu notre sécurité en se disant si cette pièce elle n'a pas de certificat, eh bien elle ne sera pas sur l'avion. Voilà, comme ça c'est clair et net. Voilà, au moins c'est clair et puis tout le monde est d'accord, c'est super. Voilà. C'est strict, c'est bien, c'est carré. Vraiment, au fur et à mesure des années, on se rend compte qu'il faut l'être de plus en plus parce que on a vraiment la sécurité des vols entre les mains, quoi. Donc on se dit vraiment que si l'avion il vole pas, c'est parce qu'on a décidé que l'avion ne pouvait pas voler. Et on se dit, on a un peu cette responsabilité de se dire, c'est un peu à cause de nous, quoi. D'accord. Donc strict, oui, mais un peu obligé. Donc ça t'est déjà arrivé de dire, bah tiens, cet avion-là, pour l'instant, il vole pas, quoi. Oui, absolument. Donc du coup, il passe à la maintenance et puis... Absolument, ouais. Le pilote, il retourne chez lui. Hop. Ça m'est déjà arrivé alors je vais le dire parce que voilà, mais de pas faire forcément attention et d'être des fois un peu pressé par le temps ou par je ne sais quoi et se dire qu'on va regarder ça un peu plus tard et au final le plus tard il fallait le regarder maintenant, quoi. Ah oui. Ouais. Donc c'est quand on se rend compte qu'une erreur on l'a faite une fois, il faut pas la refaire une deuxième. Ouais. Et il y a quand même des garde-fous qui permettent de stopper en fait une gravité d'erreur ou quelque chose comme ça. Se dire bon bah elle est arrivée, ça aurait pu être pire, donc au moins on a évité. Oui, on a une analyse de fiabilité et de défaillance récurrente qu'on fait assez souvent et qui nous permettent du coup d'annuler ou de réduire ou voire d'annuler certains équipements qui étaient soit mal montés, que ce soit des équipements ou même des attitudes pas correctes. Ok. Il y a cette question de Free Flight qui demande si les TBM militaires des armées repassent aussi par le constructeur, par chez Daher. Absolument. Ouais. Ouais. Ils viennent chez Daher, ouais. Ok. Ils passent chez Daher. Vince, après, il y a des services de maintenance qui sont agréés par Daher et qui peuvent, du coup, ils sont pas obligés forcément de passer chez Daher à proprement parler, mais ils peuvent aller chez des service centers agréés que Daher a choisi. Ok, où ils les ont formés et du coup ils peuvent intervenir dessus. Oui. Ils sous-traitent. Absolument. En fait, quelque part.
Ouais, c'est ça. Parce que bon, Daher est à Tarbes, mais c'est vrai que si un avion est à l'autre bout de la France ou à l'autre bout du monde, il faut en avoir un peu partout des services centers Ah. quand même. Bah, Nico, s'il y en a un Merville, tu vois, faut qu'il y ait des gens qui puissent se réparer là-bas. Donc, eh ben, c'est Vince qui dit, alors ça veut dire que tu as une équipe de mécaniciens sous tes ordres. D'accord, ok. Alors, en part CAO, du coup, donc en avion, pour des avions légers, donc chez Daher, on était en part CAO, vu que c'est des avions légers qui sont dits non complexes, on n'avait pas forcément d'équipe de maintenance à notre charge, parce que pour le part CAO, on peut faire de la maintenance nous-mêmes. Ah ouais? Donc c'est un petit peu, donc c'est ce qui est différent du part camo. Donc le part camo est obligé de faire appel à un part 145, alors que le part CAO peut faire sa maintenance lui-même, avec bien évidemment des personnes qui sont qualifiées maintenance et qui ont leur part 66 et tout ce qui suit, mais on n'est pas obligé de faire appel à un part 145. Donc, en fait, il y a plusieurs types, on va dire, de réglementations qui font que certains sont obligés, d'autres pas. Et ça dépend de quoi? Ça dépend de l'entreprise, Ça de dépend l'exploitation? la complicité de l'avion, en fait. Si l'avion est dit complexe ou non, en fonction, du coup, il va être catégorisé soit sur le part camo ou soit sur le part CAO. Et alors, le but ne change pas parce que le but, ça va être de faire la gestion du maintien de navigabilité. Mais on est beaucoup plus souple en CAO, donc en avion non complexe, parce que du coup, on n'a pas cette obligation de faire appel à un part 145. Et donc, on peut faire la maintenance nous-mêmes qui est beaucoup plus avantageux et qui peut aller beaucoup plus rapidement. Ouais. Mais Que de faire appel à un part 145 qui peut avoir pas forcément de la disponibilité, pas forcément des pièces. Tout ça rentre en jeu dans le part CAO. Et est-ce que toi, il y a des choses que tu peux faire sur lesquelles tu peux interagir, ou est-ce que toi, tu t'es dit, j'aimerais bien passer mon part pour pouvoir moi-même intervenir sur les avions que je suis Non. Non. ça, c'est clair. Ouais, parce que je trouve que ça paraît clair, en effet. je les admire beaucoup et je trouve qu'ils ont une capacité énorme de se dire que c'est eux qui sont vraiment sur l'avion et se dire que c'est eux qui touchent à l'avion. Donc non, je me vois pas là-dedans. Non. Ok. Mais j'ai beaucoup de respect pour eux parce que franchement, il y a des trucs où je me dis, ils ont le courage d'aller mettre la main dans le moteur ou la main dans le câblage, tout ça, c'est eux qui ont la pince entre les mains et donc ils ont beaucoup de courage. C'est un métier, hein. Oui, parce qu'en plus, pour ton jeune âge, je trouve que déjà tu as beaucoup de responsabilités et je pense que ça doit peut-être pas tous les jours être facile à porter. Peut-être des gens avec qui tu travailles qui sont plus âgés et qui n'ont pas les mêmes responsabilités que toi, peut-être leur expliquer. Et je pense que ça doit être un petit peu difficile, ça. Au début, ça a été compliqué parce que je me suis dit, à 22 ans, est-ce que je vais me faire respecter? Est-ce que déjà, en étant une fille, je pars pas avec un bagage en moins? En plus, avec mon jeune âge, je me dis, est-ce que j'ai pris la bonne voie? Est-ce que j'ai pas été un peu trop vite? Et alors que non, pas du tout. Au final, c'est vraiment le métier, l'aéro, c'est vraiment un métier de respect, je trouve, et qui demande beaucoup de rigueur. Et en fait, on la retrouve spontanément, cette rigueur, avec que ce soit des personnes un peu plus âgées ou pas du tout. Après, pour ma part, j'ai rarement travaillé avec des personnes de mon âge, voire pas du tout, je crois. Et j'ai beaucoup travaillé avec des personnes qui étaient plus âgées et qui me disaient, en fait, ce métier, c'est pas méchant, mais il n'est pas forcément réservé à des personnes de jeune âge parce que justement, ils comprennent la responsabilité qu'on a et ils se disent, est-ce que du coup, en étant jeune, est-ce qu'on n'a pas un peu peur ? Est-ce qu'on se restreint pas un peu en donnant des ordres, en demandant de faire ci ou de faire ça ? Mais au final, on s'y retrouve tout autant.
Ok. Ok. Nico, tu voulais... Ouais, non, je voulais savoir, parce que si je construis mon avion en construction amateur, est-ce qu'on est obligé de passer par un organisme Pour comme faire ça, du de maintien de pas... navigabilité? Oui, Oui. Oui, alors après, il faut voir avec certaines autorités parce que déjà, il faut avoir un certificat de type sur l'avion. Donc, que ton avion il soit vraiment conforme réglementairement parlant. Et ensuite, faire appel du coup oui, à un service de maintien de navigabilité. Après, toi-même, tu peux demander à avoir cette réglementation parce que tu n'as pas un avion complexe, tu fais pas un avion complexe, tu fais un avion, on va dire, non complexe. Et donc, tu peux toi-même demander ton part CAO et donc, toi, faire ton maintien de navigabilité. d'accord. Mais au départ, il doit passer par quelqu'un de la DGAC qui dit que l'avion, il est... Oui, D'accord. absolument. Du coup, parce que il faut quand même avoir, comme je disais tout à l'heure, un CN, donc un certificat de CN. navigabilité. Oui. Et c'est toi qui fais ça aussi? Alors le CN, non, c'est les autorités. Le CEN, je fais en sorte que les Qu'il autorités soit nous le prêt? délivrent. Voilà. D'accord. Parce que je ne suis pas responsable navigabilité, donc je n'ai pas ce statut-là. Pour avoir ce statut-là, il me semble qu'il faut avoir 7 ou 10 ans d'expérience dans le métier. Et ensuite, après passer devant la DGAC pour qui nous délivre ce statut. Mais dans tous les cas, je ne peux pas, moi, délivrer un CEN si je fais moi-même la maintenance, la gestion du maintien de nav sur ces avions. Je ne peux pas faire les deux. Donc, si je fais la maintenance... Si je construis mon avion, tout ça, si je veux savoir s'il est bien, s'il est présentable, on va dire, à l'autorité, je peux t'appeler, tu viens vérifier l'avion, tu me dis c'est bon, tu peux le présenter, et puis... Absolument. D'accord. Bon, c'est pour On savoir. peut faire ça, on peut organiser ça. Il est en train de faire ses plans, Nico, là. Ouais, c'est ça, ouais. Il est en train de s'organiser un petit peu son business. Non, mais pour être sincère, oui, j'ai toujours voulu construire un avion, quoi. Et puis, c'est pour ça que ça m'intéresse. Je m'intéresse de savoir comment. Bon, j'ai pas les moyens pour l'instant hein, de m'acheter un avion en kit, là. On sait pas. Mais non, c'est pas. Non. Bah, je continue à jouer au loto. Hein. Ah bah oui. mais voilà. Mais au moins, si je sais comment ça marche, voilà. Tout doit passer par les autorités. Ouais, donc de toute façon, il est hors de question de voir en l'air en fait un avion qui sort de nulle part ou du hangar de papy machin là qui l'a fait voler et puis on sait pas. Absolument. Ouais. Bon, c'est mieux pour nous quand même. Déjà, il faut une immatriculation sur l'avion et cette immatriculation, c'est les autorités qui la transmettent. Donc. Alors, on sait, parce qu'on en a déjà parlé, qu'il y a des immatriculations différentes. Il y a des Foxtrot quelque chose qui sont pour des avions, on va dire, classiques. Il y a aussi les Fox Papa qui sont pour des constructions amateurs. C'est pas la même manière de fonctionner, tout ça? Ou c'est la même égide, mais classée différemment? Non, c'est exactement la même manière. On a du coup dans ce règlement, c'est la réglementation est la même pour que ce soit un avion Fox, etc. ou un avion, enfin peu importe, mais c'est la même réglementation. Ok. Et on suit exactement les mêmes activités. Ok. Et on parle d'avion, mais pour les ULM, c'est la même chose? Je vais pas m'aventurer sur les ILM, c'est pas du tout mon domaine, mais j'imagine que si sur un avion c'est comme ça, je doute que sur un ALM ça ne le soit pas. Donc j'imagine que ça doit être peut-être un peu plus light, mais ça doit être tout aussi réglementé, je pense. Ok, d'accord. Mais rien n'est sûr. Ouais, à vérifier. À vérifier. À vérifier, exactement. Vas-y, Cynthia. Quelle est la situation quelle est la situation la plus improbable que tu as eu à gérer dans toute la gestion de navigabilité? Je sais pas, un avion qui est arrivé tout pourri, que tu as dû reprendre à zéro, ou une pièce improbable que tu as trouvée sur un avion que tu n'imaginais pas trouver. Est-ce que tu as une histoire comme ça, un peu improbable dans ton expérience? Oui, tout à fait. C'était, je crois, lors de ma 2e année d'alternance, si je ne dis pas de bêtises, ou 3e peut-être. Un avion sortait de maintenance
Et donc, on allait établir son certificat d'examen de navigabilité. Donc moi, j'étais pas forcément RN, mais vu que je m'intéressais un petit peu au métier, donc je faisais un petit peu l'examen physique de l'avion pour ma culture personnelle. Et en fait, on s'est rendu compte que une bouteille d'oxygène était montée périmée sur l'avion. Donc une bouteille d'oxygène qui est montée périmée sur l'avion, et si forcément on ne fait pas le tour de l'avion et qu'on autorise le mécanicien à signer son APRS, donc pour remettre en service l'avion, et bien on se rend compte que le pilote il prend son avion et qu'il a une bouteille d'oxygène derrière qui est périmée depuis un moment et qui n'est plus forcément sûre de fonctionner. Et donc on se dit, bon, si on regarde pas ça et que le pilote a un souci en vol et qu'il doit ou qui a l'obligation de activer sa bouteille d'oxygène et qu'elle ne fonctionne pas, on n'est pas, on est très mal. C'est pas une situation d'avenir. Non, pas du tout. Et donc c'est sur ce genre de moment qu'on se dit, il vaut mieux être plus rigoureuse et un petit peu plus stricte, quitte à faire un petit peu plus râler les clients. Mais au final, ils savent que c'est pour leur bien, c'est pour leur sécurité, que ce soit pour la sécurité des passagers, de eux-mêmes ou de leur avion. Ok, d'accord. Tout à fait. Cette réaction de Philémon pour Nico, pour faire plaisir à Nico, est-ce qu'un Blériot 110, 1900 combien, je ne sais plus, a une chance d'obtenir l'agrément? Alors, ça pose la question à travers de ça, des avions de collection, tu en as vu passer, tu en vois passer? Très rarement. J'en ai très rarement vu. Ça se trouve beaucoup en aéroclub. Et en aéroclub, ça a un part différent. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est le 21... Bon, je vais pas dire de bêtises. Mais c'est pas le même part que sur de l'avion classique. C'est totalement différent pour les avions de collection. D'accord. Donc que ce soit avion de collection ou avion d'aéroclub, c'est pas la même chose. On suit pas du coup les mêmes tâches de maintenance que sur un avion classique. Bah, on imagine aussi qu'il y a peut-être une histoire de pièces, parce que les pièces elles sont peut-être plus fabriquées. Oui, je pense. Je pense que déjà elles sont un petit peu plus rares à trouver, qu'elles doivent peut-être coûter un petit peu plus cher et qu'on n'en trouve pas forcément chez tous les vendeurs. Donc je pense que ça doit pas être évident. Et donc j'en ai vu passer quelques-uns, mais je sais en tout cas que c'est pas du tout la même réglementation à suivre que un part camo ou un part CAO. Et puis dans ce genre de truc, on peut pas aller chez le roi Merlin. Ah non. À part si on connaît quelqu'un chez le roi Merlin qui nous délivre un certificat et qui nous dit bon ok c'est possible, mais non je pense pas, non. À mon avis il faut se lever tôt. Il y a des avions, des HR200 ou des Robins qui avaient des serrures de 2 chevaux. Qui c'est qui a connu ça? Seb, t'as connu ça? Des verrières? Oui, il y avait les DR220 avec effectivement les poignées un petit peu arrondies là. Ouais, voilà. Ouais. C'était des serrures de 2 chevaux. Et ça compte une blinde. Ah oui. C'est la même, hein. Oui, c'est la même chose. Moi, je pense que je suis un petit peu jeune, mais... Ah oui, des avions, la verrière, elle se fermait avec une serrure de 2 chevaux, là. Vous pouvez fermer à clé, même. Les DR400 en sont équipés, nous dit Free Flight. Ouais. Il y en a bien, là, dans le chat qui ont connu ça, oui. Ah bah, oui, voilà, Free Flight. Free Flight, tout ça. Ah bah, voilà. Free Flight, il a connu la cartouche avant le démarreur. Avec la manivelle et l'élastique. La cartouche de fusil de chasse. Ouais, comme sur les tracteurs. 0K qui pose cette question un petit peu ironique. Comment éviter qu'un avion qui arrive sain, on le démonte, on le remonte mal, ça peut arriver, et il repart avec des soucis? Ça arrive et comme on disait tout à l'heure, il y a beaucoup de facteurs humains qui rentrent en jeu. Donc un avion, il peut arriver pour une petite vis et qui repart finalement avec tous les voyants rouges et c'est la cata pour repartir. Mais ça arrive et
Je dirais plus que c'est du facteur humain plus que de la maintenance classique, parce que généralement quand un avion arrive clean et qu'il veut repartir clean, on fait en sorte, surtout dans notre métier, que les mécaniciens aient les moyens et les outils pour travailler sereinement. Donc je vois pas pourquoi ils repartiraient en voyant rouge, sachant qu'on fait tout pour mettre en œuvre que les mécaniciens aient les moyens sereins pour travailler et qu'ils arrivent à remettre l'avion en service dans les meilleures conditions possibles. Donc, tout ce qui est aussi poste de travail, outils peut-être nécessaires pour faire certaines opérations, ça passe par toi ? Absolument. Et là, du coup, ça rentre dans mon deuxième cœur de métier qui est la supply chain. Ah voilà, c'est vrai qu'on n'en avait pas parlé, justement, alors c'est quoi tout ça ? Donc la supply chain, c'est vraiment, du coup, c'est tout ce qui est la chaîne logistique. Et donc on fait circuler, que ce soit les matières, les produits ou les informations le plus efficacement possible. Donc on essaye de relier tout ce qui est fournisseur, production, transport, distribution, pour arriver aux clients, que ce soit nous ou autres. Et donc on a pour objectif de faire livrer le bon produit, que ce soit une pièce ou, comme tu disais Sébastien, un outil. Si un mécanicien manque un outil pour une maintenance, il va falloir en trouver un à moindre coût, dans les meilleurs délais, et ça fait beaucoup partie de la chaîne logistique. Donc l'approvisionnement, que ce soit en termes d'ingrédients ou d'outillage, ça fait partie de l'approvisionnement et du coup de la logistique, et faire en sorte que les mécaniciens ne se retrouvent pas avec un tas d'outils qui sont inutilisés parce qu'ils n'en ont pas besoin et qui manquent finalement beaucoup d'outils à leur disposition, ou à l'inverse, des ingrédients qu'ils n'ont pas besoin et qu'on a en stock, et des outils qu'ils ont besoin qu'on n'a pas. Donc tout ça, ça fait partie du coup de la chaîne logistique, et se dire qu'est-ce qu'ils ont besoin, comment ils l'ont besoin et pourquoi et pour combien de temps. Oui. Donc en fait, il y a une partie de gestion du stock que tu es obligé de gérer. Oui, absolument. On fait beaucoup de gestion de stock du coup dans la chaîne logistique, parce que du coup on s'approvisionne, mais on stocke aussi. Ouais. Et puis en plus, le stock, c'est de l'argent, c'est ce qu'on dit toujours. Oui, et beaucoup d'argent perdu, des fois. Ouais. Donc ça fait beaucoup partie de la chaîne logistique, et au final, ça regroupe pas mal la gestion du maintien de navigabilité. Moi, je trouve que c'est un petit peu la paire, ça marche ensemble, et je me dis, sans l'un, l'autre ne marche pas trop, quoi. C'est ce que j'allais demander, qu'est-ce que tu préfères faire toi entre les deux facettes du métier ? La gestion du maintien de navigabilité, je trouve. Ouais. Je trouve que c'est vraiment le cœur de la sécurité des vols et la confiance des passagers, que ce soit passager classique ou un pilote qui va être seul dans son avion. Je trouve vraiment que c'est très 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 intéressant, et c'est vraiment indispensable pour qu'un avion ait le droit de voler. Alors que la chaîne logistique, comme je disais tout à l'heure, c'est que du téléphone et de la paperasse, et c'est pas vraiment le cœur du métier, quoi. Ouais. Mais c'est très important, parce qu'il en faut aussi. Si un mécanicien n'a pas les outils et les fonds nécessaires, il ne va pas pouvoir assurer la gestion du maintien de navigabilité. Donc ça va ensemble, mais j'ai une préférence pour le maintien de nav. Et au Suisse, c'est bien ça. Ouais. Agréé, attention, hein. Faut qu'il soit certifié. Est-ce que tu voudrais, justement, tu nous parlais tout à l'heure des examens, il faut 10 ans d'ancienneté, passer la qualif, c'est quelque chose que tu envisages de faire ? Quelle perspective de carrière on a quand on a 22 ans et qu'on se retrouve dans le métier que tu fais ? Quand on a 22 ans, la perspective d'avenir, du coup, c'est devenir RN, donc responsable navigabilité, et donc avoir toute cette expérience du coup pendant 10 ans, d'avoir travaillé sur l'avion, et de se dire d'avoir planifié des maintenances, d'avoir planifié des vols, enfin tout ça, ça fait partie de la gestion du maintien de navigabilité que du coup j'aurais pratiqué pendant 10 ans. Mais au final, derrière, je me dis, il faut une perspective d'avenir, et de me dire, j'ai plus envie de faire ça, et j'ai envie de maintenant contrôler.
Alors même si je contrôlais au départ, parce que c'est que du contrôle, se dire en fait, t'avais un poids, enfin du coup j'avais un poids qui était assez conséquent dans la sécurité du vol, et maintenant c'est moi qui le signe. Ouais. Donc c'est moi qui m'engage à me dire, ok c'est bon, l'avion il est ok. Ouais. Et il peut repartir. Alors là c'est du verbal, c'est de la confiance et c'est surtout de la pratique, mais il y a rien de signé derrière. C'est les autorités qui ont la main. Et de me dire que sur ce métier-là, il y a une possibilité d'avenir qui est cette signature et cette confiance de se dire j'autorise un avion à voler, c'est quand même assez beau. Et tu devrais faire ça dans toujours des petites structures ou alors tu peux l'envisager de le faire, je sais pas moi, à l'échelle d'une compagnie aérienne, sur des avions plus gros Alors je sais pas, vu que j'ai toujours été sur du jet et sur des petits coucous, je me dis est-ce que passer sur du jet, de l'avion de ligne, ça perd un petit peu son charme, je me dis. Pourquoi? Parce que c'est trop gros, il y a trop de pièces, il y a trop de choses? Je pense, oui. Je pense que du coup, moi j'ai eu la chance du coup de faire ce métier seule et d'apprendre un petit peu par moi-même et de me dire ok là j'ai un avion, qu'est-ce que je fais? Alors que je pense que sur un avion de ligne, jamais je me dirais j'ai cet avion, je suis seule, qu'est-ce que je fais? Je pense qu'il y aura beaucoup de monde autour de moi, ce qui est normal, parce que sur un petit coucou, il n'y a pas 200 passagers derrière qui attendent de partir en vacances ou qui attendent d'être sur une réunion à l'autre bout de la France. Je pense que c'est un niveau que j'ai pas forcément atteint encore mentalement, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Ok. Oui, pourquoi pas. Très bien, très bien, très bien. Et ça viendra après. Ouais, bah oui, bah écoute, en tout cas, on te le souhaite, hein. C'est gentil, merci. C'est normal, hein. Bien, moins 10, on va vite tourner la dernière page de l'émission parce que le temps, ça file, hein. Ça file, ça file. Si vous avez des questions, hein, posez-les dans le chat. Et puis, on les aborde tout de suite après la dernière séquence. Donc, c'est la remise de gaz fort aux questions qui arrive tout de suite, les 10 dernières minutes de l'émission. La zone aéro, remettez les gaz. Dernière question, programme à venir, vite. Ce sont les 5 dernières minutes de l'émission. Donc, nous sommes toujours avec Donia qui est avec nous. On a parlé de plein de choses, de navigabilité, de supply chain, de ce métier. Dans ta promo, est-ce qu'il y avait beaucoup de filles? Pas du tout. T'étais la seule? Ah bah. Durant mon bac et mon BTS, et ensuite en licence, j'étais un peu plus accompagnée de 2 filles, mais j'ai été très très peu soutenue par la jante féminine. Et c'est un métier qui se féminise un petit peu plus depuis que t'es passé, tu le vois ou pas? Oui, c'est vrai que je le vois un peu plus, mais ça reste quand même un métier qui est masculin. On va pas se mentir, on voit pas beaucoup de filles. Certes, on en voit un peu plus, mais je pense que depuis que j'ai commencé, depuis que je me suis vraiment passionnée sur ce métier ou que ce soit en général sur l'aviation, je vois peut-être un peu plus de filles qui prennent un peu plus confiance et qui se disent si les garçons y arrivent, pourquoi pas nous? Ok, bah nous, on a 2 dames qui s'occupent des avions à l'école. C'est 2 dames. Moi, ce que je comprends, c'est que c'est un métier méticuleux quand même, parce qu'il faut vérifier, il faut être très méticuleux, tout ça. Et être méticuleux, c'est quand même une caractéristique des femmes. Oh, le cliché! Mais non, mais... C'est un peu cliché, mais c'est vrai. Non, mais attends, c'est vrai, les mecs sont quand même un peu plus bourrins que les femmes, quoi, à ce niveau-là. Les femmes, elles sont quand même un peu plus méticuleuses, quoi. C'est vrai, mais c'est un petit peu comme ça qu'on se distingue, je trouve. Mais le soutient pas, Donia. Non, mais c'est parce que moi, je le vois comme ça. Et du coup, par exemple, j'ai beaucoup vu de mécaniciens hommes que de mécaniciennes. Et du coup, je rejoins un petit peu et je me dis, mécanicien, c'est peut-être un métier un petit peu bourrin, entre guillemets, alors que la gestion du maintien de navigabilité, c'est un petit peu plus de rigueur et de douceur, et donc un petit peu plus réservé aux femmes, mais ça reste un cliché.
Ah, Oui, non, mais je suis d'accord. Cliché, oui, je veux bien, mais oui, mais après, c'est comme ça, on peut rien changer non plus. Hein. Oui, c'est vrai. Les femmes, Mais elles sont quand on même voit un un petit peu peu plus de plus. femmes quand même. Hein. Et est-ce qu'il y a un avion que tu aimerais bien, sur lequel tu aimerais bien travailler? Alors là, je parle du D112 d'Aéroclub, c'est en bois étoile, jusqu'au SR71. Hein. Tu me dis ce que tu vois, Ouais. Mirage Et 2000, ou est-ce qu'il y a vraiment un avion sur lequel tu aimerais bien travailler? alors ça se rapproche beaucoup du TBM, mais on va dire un petit peu mon avion de rêve, c'est le PC-12. ah, D'accord. Ah, Oui. Donc Ah, un bah, petit peu, voilà, c'est mais je accessible. reste sur un petit peu du jet et c'est un avion qui m'attire beaucoup, que ce soit peut-être par sa forme ou par ses performances. Je me dis, Mhm. j'aimerais beaucoup travailler là-dessus. ah D'accord. bah écoute, Pourquoi pas un jour? on a eu un certain Cédric Lescope il n'y a pas très longtemps, hein, dans l'émission de la zone aéro, Jetfly. Je crois qu'il y a 80 machines. Voilà. Sait-on Ils sont jamais. spécialisés Là, un il y a petit du peu boulot. Hein. là-dedans, dans le PC-12 et dans le PC-6, donc oui. Eh ben voilà. Sait-on jamais. C'est un métier que tu peux faire au sein d'une compagnie aérienne qui a besoin de quelqu'un comme toi pour vérifier ses propres avions. Oui, oui, totalement. Il y en a dans toutes les compagnies aériennes, que ce Sauf- soit du coup compagnie aérienne ou constructeur, enfin peu importe. Il y en a partout. C'est obligatoire, de toute façon, c'est un poste clé. Oui, oui. Et c'est du coup un poste clé, mais qui est absolument pas connu. Et oui. Et pourtant, et pourtant. Et pourtant, qui est vraiment indispensable et qui est un petit peu la garantie de la sécurité du vol. Eh oui. Cette question de Philémon, parce qu'il râle, il dit on a zappé la question. Non, j'ai pas zappé la question, je la gardais pour la fin. Donia, est-ce que tu as ton PPL? Sinon, est-ce que tu voudrais le passer? Alors, non, j'ai pas mon PPL. J'ai essayé une fois de le passer. Enfin, j'ai essayé. Je me suis à un moment intéressée au pilotage et du coup, je vais faire un petit coucou à La Réunion parce que c'était là-bas. Et malheureusement, du coup, j'ai perdu un instructeur là-bas qui a eu un accident en vol et qui m'a beaucoup freinée dans cette voie. Et donc, je me suis dit, on va un petit peu attendre, histoire de m'y remettre un petit peu, même si ça date un peu. J'ai beaucoup de mal à reprendre là-dessus. Et voilà, bon, ça reste quand même un métier, enfin, une activité qui m'intéresse, mais pour le moment, après avoir vu et avoir partagé cette passion avec une personne qui n'est plus là aujourd'hui, je me dis, attendre un peu, c'est la bonne solution. Ok, d'accord. Ok. Alors, Yanis qui dit tu pourrais venir chez Aéro-Pyrénées pour le passer. Il y a Philémon qui te dit rejoignez l'école Ground School. Ah, tu vois, il nous tend les passerelles. De venir nous rejoindre pour le théorique. En plus, tu pourrais faire le module sur la réglementation avec les papiers là. Ah, une personne rêvée. Et puis suivre les autres modules, pourquoi pas. Hein. Pourquoi pas, ça va durer prise. Ouais, je l'ai pas donné encore. Trop tard, ça a déjà vendu, tu viendras. Voilà. Ça viendra certainement un peu plus tard, mais pour le moment, c'est pas dans mes objectifs d'avenir. C'est pas dans l'actualité. Voilà, merci, Absolument. point d'exclamation GS dans le chat, pour parler de la Ground School de la zone aéro. On va vous en parler dans un instant. Denis, on te retrouve tout de suite pour le petit mot de la fin, puisqu'on s'approche doucement de la fin de l'émission. Et avant de nous quitter, évidemment, et puis de parler tous ensemble une dernière fois, on va parler du programme de la zone aéro pour le mois de novembre, qui est terminé. Il y aura 4 émissions au mois de novembre. Et on va l'afficher tout de suite. Donc, bah écoutez, un petit retour, ça se passera. Alors au départ, c'était le mercredi. Puis finalement, un petit peu complexe, on change, ça sera le vendredi en plateau, 19h30, vendredi 7. On retrouvera Rémi qui était venu nous voir avec ses gros appareils, là, il y en avait partout. Quand il avait fait le super bouquin sur la patrouille de France, eh bien, il sort son nouveau livre. Il viendra nous en parler. Et le livre, c'est Top Largage. C'est un livre qui parle des avions bombardiers d'eau de la sécurité civile. Rémi sera avec nous et on vous invite à nous rejoindre. Nico, je pense que tu seras là aussi. Le 7 novembre. J'ai vu, il a mis quelques photos, là, j'ai vu passer ça un peu sur Facebook, là, quelques photos qu'il a faites, et puis c'est magnifique toujours. Hein. Eh bien, Rémi sera avec nous, non seulement il sera avec nous,
Mais en plus, il y aura un certain Daniel, normalement, qui devrait être là pour parler de la relation pilote-photographe, comment est-ce qu'on a des clichés réussis, etc. Ça promet une belle discussion. C'est le 7 novembre à 19h30. Découvrez le nouveau livre de Rémi, Top Largage, avec lui-même. Donc c'est bien. On enchaîne avec le 12 novembre, 20h30. Alors c'est une voix que vous avez peut-être entendue si vous êtes allé du côté du Salon du Bourget, où vous avez été dans certains meetings aériens. C'est Pierre Buffet, qui est commentateur aérien en meeting, qui viendra discuter avec nous de son expertise de l'éloquence aérienne au micro. Et puis il nous parlera de sa passion de l'aviation, qu'est-ce qu'il aime, les nouveaux avions, les anciens. Discussion à bateau rompu avec Pierre, c'est le 12 novembre, un mercredi soir cette fois à 20h30. Donc soyez au rendez-vous. On continue avec le 4e mercredi. On va partir du côté de l'Allemagne et de l'aviation d'affaires, puisque c'est un jeune copilote qui va venir nous voir. Il est copilote sur Boeing 777 Cargo, c'est Jason Lutz. En plus, il a une activité aussi assez importante sur les réseaux sociaux, en ligne, la simulation, bref, plein de choses. Il viendra nous voir le mercredi 19 à 20h30 pour parler avec nous de son métier de pilote d'aviation cargo. Ça va être assez intéressant. D'ailleurs, vous voyez, sur les avions cargo, sur la photo, il n'y a pas de hublot. Normal, il n'y a pas de passagers. Mais comment est-ce que ça se gère, sachant que le métier, c'est aussi un métier qui opère beaucoup la nuit. Donc, on parlera de tout ça avec Jason à 20h30 le 19. Et on terminera le mois de novembre. Ça peut intéresser ceux qui sont en train de préparer le PPL. C'est Emmanuel Labi qui viendra nous voir, Aerobot e-learning. En fait, c'est tout simplement le développeur d'une nouvelle plateforme qui permet de préparer le théorique du pilote privé. Je crois qu'il y a un peu d'IA là-dedans. Il y a du questionnaire, du suivi de formation, des quiz. Il y a plein de choses et Emmanuel sera en direct avec nous et on pourra peut-être même tester la solution avec vous, avec des questions. Le chat pourra venir répondre. Ça devrait être pas mal. Et puis, si jamais il y a de mauvaises réponses, il y a Cynthia ou Nico qui interviennent et crac! Comme ça, tout le monde est dans le droit chemin. Voilà pour les rendez-vous du mois de novembre. Et il y a un rendez-vous qu'il ne faudra pas rater, on en a parlé tout à l'heure. C'est ceci, la Ground School de la zone aéro, nouveau programme qui va démarrer, managé par Cynthia. Elle prend ça sur ses épaules, autant dire que vous avez intérêt de filer droit. Et sachant que, en gros, la Ground School, c'est quoi? C'est une sorte de salle de cours virtuelle dans laquelle il y a tout plein d'instructeurs. Alors, il peut y avoir nous, mais il n'y aura pas forcément que nous. Il y aura plein de gens, il y aura plein d'intervenants qui soient pros, voire bénévoles très éclairés, qui viendront dispenser les différents modules du PPL ou du LAPL théorique. Il y aura des stagiaires qui se sont enregistrés. Et si vous voulez nous rejoindre, il vous reste encore 15 jours pour venir nous rejoindre. C'est absolument gratuit. La seule chose qui est demandée, c'est juste une assiduité, puisque au-delà des cours, il y a des gens qui prennent sur leur temps pour venir faire dispenser et prendre du temps pour les stagiaires qui seront là. Donc voilà, si vous voulez nous suivre, vous vous engagez, vous cliquez sur le lien ou dans le chat vous faites ./GS ou même vous allez sur le site lazoneaero.fr, rubrique Ground School, vous avez le petit bouton d'inscription, vous cliquez, vous remplissez le formulaire et puis on prend en compte votre inscription. Vous avez jusqu'à mi-novembre pour vous enregistrer. Ensuite, on clôture et normalement, on va démarrer par un premier petit cours, entre guillemets, de présentation du programme qui devra avoir lieu, si je ne m'abuse, Cynthia, tu me corrigeras, fin novembre, quelque chose comme ça. Assurément. Voilà. Donc, rejoignez-nous. Et alors, c'est vrai qu'on n'est pas une école agréée, on va dire, mais par contre, ce dont on va vous parler, c'est ce que vous allez rencontrer si vous faites votre démarche d'inscription auprès d'un aéroclub ou d'une école. C'est le même contenu, c'est la même chose, sauf que vous aurez déjà un petit peu toutes les bases. C'est ce qu'on vous propose gratuitement dans la zone aéro, donc c'est cool. Voilà. Bon, j'ai terminé de parler du programme, moi. Bon, c'est pas mal. Je pense qu'on fait le tour de pas mal de sujets différents. J'espère que ça vous plaira, d'autant plus qu'en plus, le programme de décembre est terminé. C'est très éclectique. Eh oui, mais c'est ce qu'on aime. C'est ce qu'on aime voir.
Donia, merci beaucoup pour ta participation, d'avoir mis le petit projecteur, le coup de projecteur sur le métier, et puis d'avoir répondu favorablement à notre invitation. C'était sympa. Ben, merci à vous d'avoir pu mettre en lumière du coup ce métier qui est dans l'ombre et qui, j'espère, orientera un petit peu les jeunes dans ce cursus. Un petit coucou aux femmes plus pour avoir un petit peu un côté féminin avec moi. Mais comment tu pourrais les motiver? Les motiver, il faut d'abord qu'ils soient motivés eux-mêmes. C'est vraiment la première chose. Me dire, se lever le matin et subir son travail, c'est une horreur. Donc, formez-vous en continu, apprenez, cultivez-vous sur l'aéro, que ce soit personnel ou pour du pro. Mais en tout cas, il faut faire ce qu'on aime. Si c'est l'aéro, tant mieux. Mais faites ce que vous aimez et tout se passera bien. Voilà. Vous pouvez suivre la zone aéro, hein, comme ça aussi, vous apprenez des choses. Oui, aussi. Eh ben oui. Parce qu'ils apprennent beaucoup de choses, dont ce métier qui m'est pas beaucoup mis en valeur, mais qui est beaucoup intéressant. Eh oui. Ah, c'est sûr que maintenant, je ne ferai plus ma prévole pareil. Hein. Je vais essayer de prendre l'exemple sur mes... voilà. Et puis vérifier le CDN, tout ça, le papier, tout ça. Il va falloir faire gaffe. Voilà. Ok. Merci d'honorer la gente féminine et de montrer qu'il y a des femmes avec des hautes responsabilités et que ça en vaut la peine de se battre. Absolument, oui. Ben voilà. Merci beaucoup en tout cas, merci à tous les trois d'avoir participé. On reste encore en ligne ensemble à quelques minutes, comme ça on débrief vite fait. Et puis quant à nous, donc on se donne rendez-vous la semaine prochaine avec donc le vendredi. Ce sera avec Rémi Michelin, on devrait voir. Est-ce que je peux passer un petit mot avant que tu fermes l'antenne ? Vas-y. Oui, je voulais juste... Bon, déjà, merci Donia d'être venue. Merci à Seb et Nico. Je voulais dire merci à tous les followers, toute la modération, tous les gens qui nous suivent et qui participent à la zone. Oui, la modération, c'est vrai. C'est important, ça fait 1 an que je suis là maintenant, que je connais la zone, où j'ai participé la première fois en tant qu'invité, il y a 1 an maintenant. Et je trouve que c'est une émission qui est incroyable. On fait venir des gens comme Donia qui sont incroyables, qui font des métiers. Et c'est la passion de l'aéronautique qui nous réunit. Et on découvre des personnalités, on découvre des nouvelles choses, des nouveaux horizons, des aspects qu'on ne connaît pas forcément dans le milieu ou autour du milieu de l'aéronautique. Donc merci à tous d'être là, de suivre. Merci à Sébastien de m'avoir permis de participer à ça. Merci à Nico de participer et de partager l'antenne avec moi. Voilà, donc du coup, je voulais remercier tout le monde. Ils disent dans le chat. C'est hyper génial et continuez à suivre la zone et à participer. Nous, on se verra un peu plus sur la Ground School et moins dans les émissions. Mais en tout cas, voilà, vraiment merci à tous. Je voulais le dire, voilà, c'était important pour moi. Merci. Eh bien, tu vois, il y a une réaction. Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Très beau message pour les 1 an. Voilà, c'est Wesh Bichelet qui le dit. Merci. Dans un instant, restez avec nous. Il y a Julot qui a envoyé toutes les infos avec les réseaux sociaux et tout ce qui va bien. Donc, n'hésitez pas, rejoignez la Ground School. Je rappelle que cette émission, évidemment, elle est en replay dans quelques minutes. Vous pourrez la revoir pour les gens qui sont abonnés, normal, priorité à eux au départ. Et puis dans 15 jours, le replay sur YouTube comme d'habitude et sur les podcasts. Merci à Julot de les gérer d'ailleurs. Vous pouvez laisser d'ailleurs des commentaires, que ce soit sur les podcasts ou sur la chaîne YouTube, n'hésitez pas. La boutique, le Discord, ou dans lequel d'ailleurs on a créé, Julot s'en occupait hier, toute la partie Ground School. Il va y avoir vraiment une salle de classe virtuelle qui va vous être dédiée, donc, et privée en plus. Donc rejoignez-nous, nombreuses et nombreux, jusqu'à mi-novembre. Et puis évidemment, le Patreon et tout ce qui va bien, la boutique, pour pouvoir soutenir la zone aéro. Et on vous en remercie aussi d'en parler autour de vous. C'est aussi ça le vrai soutien.
Dans un instant, donc, on fait un raid, on bascule tous sur une nouvelle chaîne. Julo a fait le copier-coller là, des emotes, vous les récupérez. Un petit copie-coller. Et puis, on balance tout ça. Je vous propose ce soir d'aller faire un tour chez quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis un moment et qui fait du flight sim là aujourd'hui. C'est Darwell. Donc, vous lui ferez un petit coucou de notre part. C'est assez sympa, il a pas mal de matériel, donc vous allez voir. Ça devrait être assez cool. Donc, rendez-vous tout de suite chez Darwell, vous lui faites coucou. Et puis, on se donne rendez-vous avec Rémi la semaine prochaine au studio originel. Et voilà. Merci à toutes et tous. Merci Donia, merci Cynthia, merci Nico. Merci. Bonne soirée. Fly safe pour ceux qui volent. Et rendez-vous dans la prochaine. Ciao, ciao. Bye bye. La zone aéro, l'émission. La zone aéro ferme les portes du hangar. Merci de votre fidélité et de votre soutien. Et restez avec nous le temps du raid en envoyant les emotes en arrivant. On compte sur vous. Fly safe. La zone aéro, l'émission.